Manon Azem, This Beautiful Girl, Merci. dans Confidence sur Siam TV. Clap! Yalla. Yalla! Alors moi, tu fais Ça, ça. j'ai bien fait? Ah, c'est comme ça. Bah, Ouais. tu fais. Vas-y, apprends-moi. Ouais! Bonjour à tous et bienvenue dans Confidence. Vous êtes sur Siam TV et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de recevoir une des plus belles, des plus talentueuses actrices françaises. Tout ça Ah oui, oui. Ouais, super, Non, ok. mais elle est ravissante, intelligente, elle croule sous les projets et elle travaille depuis qu'elle a l'âge de 11 ans. J'ai le plaisir de recevoir Manon Azem. Comment tu vas? Ça va et toi? Bah ouais, ça Merci va. pour ces éloges incroyables. Mais non, mais je suis fan de toi, Manon. Arrête ça. C'est vrai en plus. Ça va? Ça va, je suis ravie d'être là. Hein. Bah ouais, moi aussi je suis ravie. En plus, elle est en promo en ce moment, elle a plein d'interviews, de shootings, donc merci d'avoir Bah, je t'en prie, trouvé je du suis trop temps. contente. En plus, on te connaît pas bien. Tu vois, quand on te voit c'est dans les autres interviews, c'est tout le temps pour parler de ton travail, etc. Ouais, ouais, c'est Mais c'est vrai. vrai que tu te confies rarement sur toi, sur ton passé, ton enfance, ta vie. Jamais, je crois même. J'ai regardé, j'ai fait mes petites recherches. Ok. J'ai vu que tu viens d'une famille aimante. Tu as un Oui. frère qui est très beau, qui a des abdos saillants. Qui est sublime. Ah, Jules, c'est quelque chose. Hein. Gilles, donc vous Ouais. êtes deux frères et sœurs. Ouais. Ta maman, Ouais. qui t'a initié un petit peu au début dans la comédie, qui est Complet. comédienne, et ton Ouais. papa qu'elle a rencontré aussi sur les planches. Alors non, c'est vrai qu'on pourrait croire que, mais pas du tout. Non? Alors raconte-nous, comment ils se sont rencontrés tes parents? Quelle histoire! Elle est pas du tout. C'est pas une histoire d'amour de ouf. Donc Ah vraiment- ouais? Mince! Bah tu vois, des fois, c'est déjà... J'ai une théorie. On rencontre la plupart du temps dans le travail Ouais, ok. la personne avec qui on va se poser. Et ouais, Je crois que c'est potes de potes. potes. Ah ok. Potes de potes et tout. Et vraiment, je crois pas que ça a été un coup de cœur ou alors un coup de cœur physique. Ah, Vraiment pas ok. glamour de dire ça. Mais je crois que ma mère, elle avait 35 ans. Elle était là genre, bon, là, il va vraiment falloir faire des enfants. C'est vrai? Ouais. Ah. Le gars est beau. Je vais faire avec lui, je crois. Ah, il y aura des bons gènes à tout Je crois qu'elle a, voilà, elle a fait un truc un peu, elle a fait un plan. Elle a étudié un plan. Ok. Et après, ils ont quand même été ensemble pendant 7 ans, je crois. Ouais. Et voilà, ils sont mariés, enfants, tout ça, deuxième enfant. Et puis voilà, puis après, évidemment, ils ont divorcé. Et c'était mieux comme ça parce que je crois qu'ils sont vraiment trop différents. Ouais. On dit que les opposés s'attirent, Oui. certes. Oui. Mais là, c'était quand même très opposé. Hein. D'accord, ok. Il fallait pas. Mais donc, t'es une fille d'artiste alors? Tes Ouais. deux parents sont artistes? Ouais, mon père, à la base, il est peintre. Ouais. Et il a quitté son pays pour pouvoir librement travailler de sa passion. Et en France, il a travaillé au consulat, pas du tout. Il a travaillé au Théâtre de la Colline D'accord. et il faisait les décors derrière. Oh, trop bien. Et donc, il était machinot et il passait sa vie au théâtre, quoi. Trop bien. Voilà. Et Et ta maman ma mère comédienne, qui a commencé au théâtre, qui a fait le Conservatoire national. Ouais. Et puis après, elle a commencé à tourner un peu. Mais ma mère, pas de bol, elle n'a fait que les mauvais choix dans sa carrière. Ah bon? Bah, en fait, une carrière, c'est aussi genre accepter le bon rôle, être prise au bon moment. Enfin, tu peux pas savoir, tu peux pas planifier une carrière de comédien. Et elle, la pauvre, alors que c'est une actrice qui est vraiment formidable, vraiment genre, pour moi, c'est une des meilleures actrices que je connaisse. Elle a toujours choisi le truc qui a pas marché. Elle est partie faire un film en Algérie, elle est tombée amoureuse du réalisateur. Elle est restée 5 mois là-bas, le film a pas marché, c'était un enfer. Elle a refusé un bête de truc qui aurait pu lui faire décoller ça. Ah, punaise. Que des trucs, ouais. Mais bon, après, elle a quand même bossé toute sa vie, et puis elle est rentrée dans le doublage. Ouais. Et le frigo était toujours très bien rempli, donc tout va Oui. bien, tu vois. Mais c'est vrai que elle, je comprends qu'elle ait une frustration de ne pas avoir pu montrer ce qu'elle a dans le ventre, quoi. Même pour Ouais. elle, quoi. Bah ouais, mais peut-être pas après. On sait jamais. On sait jamais. Elle est toujours actrice, ta maman. Toujours, donc elle peut ouais, toujours, toujours des trucs et tout. Et normalement, j'ai un projet avec elle, donc... Ah ouais? ouais, Ah, ça chill. ouais, c'est trop cool. Toi, tu vas être trop bien avec ta maman. De ouf. Bah, pour jouer ma mère, évidemment. Waouh. Ouais. Bon, on n'en parle pas, hein, on croise les doigts, ça va se concrétiser, Inch'Allah. Donc, toi, je sais que tu as commencé super jeune, comme je l'ai dit, tu avais 11 ans, ton premier job, raconte-nous. Bah, en vrai, de vrai, si on veut vraiment faire... Oui, vrai de vrai, c'est avant 11 ans. Ah ouais. En vrai, quand j'étais petite et que mon père travaillait au théâtre, Ouais. tous les dimanches, je traînais au théâtre, au Théâtre de la Ok. Colline. Et genre, à Skip, j'exigeais de monter sur scène. Et genre, j'allais voir le metteur en scène et je disais, je veux monter sur scène. Et j'avais 3 ans. Donc, de mes 3 à mes 5 ans, je jouais dans les pièces du théâtre au Théâtre de la Colline, quoi. Et, mais des trucs cool, hein, avec des vrais acteurs et tout, un truc sérieux, Ah tu vois, ouais. Théâtre de la Colline, c'est pas... Et donc, j'ai fait ça pendant quelques temps. Et à l'âge de 5 ans,
j'ai commencé à faire du doublage jusqu'à... j'ai commencé à tourner, je crois que je devais avoir 12 ans. Waouh. Voilà. C'est dingue. Donc, du coup, raconte-moi, donc, comment t'as pu faire du doublage? C'est ta maman qui t'a initié? Ouais, bah en fait, du coup, ma mère, elle faisait ça tout le temps. Et alors, c'est drôle parce que je dis ça dans une interview et elle m'a dit, c'est faux, tu mens. Bon, j'ai vraiment un souvenir très clair de ce truc-là. Donc Oui. là, c'est sa parole contre la mienne. D'accord. Voilà. Mais en gros, moi, j'ai un souvenir que je traînais dans les studios de doublage. Ouais. Elle était en enregistrement. Et en fait, c'était la période où, dans le doublage, c'était à l'époque les grands-mères qui faisaient les voix de petites filles. Ah oui. Je sais pas si vous vous rappelez de ce truc-là, quand tu Oui, oui, regardes oui. La petite maison dans la prairie, Oui, oui, oui. les enfants, les Ils ont les une voix voix très fluette, très criard, mais tu vois. fausse en fait. fausses. Ouais. Et ben, c'est des grands-mères en fait, c'est des vieilles dames. Ah ouais, je savais pas. Franchement, je savais pas. Et donc du coup, à l'époque, bon, je sais pas quel âge j'avais, donc j'avais 5-6 ans quoi, à cette époque-là. C'était en quelle année? 96 95-96, Ouais. ils ont décidé de mettre des vrais enfants, d'utiliser des vrais enfants pour faire des voix d'enfants. Et moi, je suis arrivée dans cette période-là. Et donc, comme j'étais la fille d'une comédienne qui faisait du doublage, c'était plus simple en fait. Ouais, voilà. On allait Ouais. directement voir les parents. Mais enfin, surtout que tu étais super à l'aise, quoi. Si à 3 ans, tu Ils déjà étaient un étais peu au à l'aise et théâtre j'aimais et ça, tu tu vois. n'avais pas peur, quoi. Ouais. Et du coup, je me rappelle que j'avais passé un casting, et c'est là où ma mère me dit que c'est faux, mais je me rappelle qu'elle était en studio, et qu'il y a un mec qui est venu me voir et qui m'a dit, tu veux pas faire un essai? Ouais. Et je l'ai fait dans le dos de ma mère, j'ai été prise, et j'ai eu mon premier job qui était un Disney, c'était un Danny, le petit mouton noir. Oh, trop mignon. Et je me rappelle, enfin j'ai réécouté, j'ai un vevetement, genre vraiment j'ai un cheveu sur la langue et tout, genre vraiment la gamine quoi. Et non, donc je ne savais pas lire, donc j'ai dû apprendre le texte par cœur. Ah ouais. Et on me tapait sur l'épaule pour dire le texte, et en fait on me tapait pour que je commence à dire le texte et qu'on me tapait pour que j'arrête. Mais c'est dingue. En plus, j'ai essayé de faire du doublage parce que maintenant on peut sur YouTube, il y a plein de Ah trucs, ouais, je savais ils pas. s'entraînent et tout, ils font du. Il y a Timon et Pumba, il y a plein d'extraits Ok. de séries et ils te mettent les textes en dessous. Et je sais pas, il y a des vidéos même sur TikTok qui cartonnent comme ça. Les gens ils font du Ah doublage ouais. pour s'amuser. Mais c'est super dur Ah, c'est parce costaud, qu'en hein. fait, tu dois dire la phrase au bon moment, tu dois. Ouais, et puis il faut rentrer dans les labiales, il faut Ouais. la bonne ouverture de bouche, il faut la respiration au bon moment, il faut... Il y a tout un aspect technique et il y a aussi l'aspect artistique, évidemment, d'interprétation, quoi. Mais du coup, c'était costaud, mais je sais pas, je kiffais ça et j'ai fait ça toute mon enfance. Waouh. Genre le mercredi ou le samedi, tu vois. Et ça, c'était comme un hobby en fait pour toi quand tu étais Complet. petite. C'était Et genre... tu gagnais bien ta vie même à cette période-là? bah, je gagnais ma vie, mais c'était sur un compte bloqué à mes 18 ans. Donc j'avais pas D'accord. cette conscience de l'argent qui rentre. Ouais, tu faisais ça pour le kiff, quoi. Je faisais ça pour le kiff. Pour moi, c'était vraiment genre judo ou, tu vois, ou danse moderne, quoi. Ouais, c'est ça. Et c'était trop cool. Et puis en plus, ça m'a quand même appris une immédiateté dans mon métier. C'est-à-dire que grâce au doublage, j'ai appris plein de trucs, tu vois. De ouf. C'est Bien sûr. archi formateur, le De ouf, de doublage. ouf, de ouf. Donc à 11 ans, tu as le rôle. Tu interprètes Hermione, du coup, en doublage. J'ai 10 ans, j'ai 10 ans. 10 ans et exactement. demi. Ouais, Dingue. ouais, c'était un délire, ça. Est-ce que quand tu rentres dans cette aventure, tu te rends compte de la portée internationale incroyable que ça va... Oui et non. Que ça va... Oui, Je me non. rends compte parce que j'avais déjà vu à la télé, genre, tu sais, sur TF1, au journal de 20h, je m'étais rendu compte de l'importance d'Harry Potter quand les livres étaient sortis. Ouais. Et quand j'ai passé le casting et que j'ai compris, j'ai fait le lien entre, ok, c'est ce que j'ai vu à la télé, je me suis dit, ok, c'est un gros délire en Ouais, fait. c'est un... Mais j'ai 10 ans. Et puis il n'y avait pas les réseaux comme aujourd'hui, donc t'as pas Ah, c'est vrai, tu t'as vois, pas la dimension. non, t'as un la petit télé. peu, ouais. Tu vois la télé, tu vois sur le truc de 20h, bon, tu te dis, ok, c'est un gros délire. Mais ma mère, elle m'a appris un truc dans ce métier, c'est tu fais, tu verras. Ouais. En fait, donc je passe le casting et ça se trouve, ça marchera pas. Et c'était quand même très bien et je suis quand même très heureuse d'en être arrivée là. Donc j'ai pris ce truc un peu à la légère. Et après, évidemment, je me suis rendu compte que ça avait une portée très importante et il y avait une pression sur l'enregistrement qui était différente que sur ce que je faisais avant, quoi. Mais écoute, j'ai des images d'archives à te montrer. Oh mon Dieu, Seigneur. Est-ce que tu es prête? Oh mon Dieu, vas-y. J'ai trouvé ta première apparition sur France 2. Je te crois pas. Je crois que c'est ta première. Tu me diras si c'est le cas. Oh mon Dieu. J'ai plus. Là, j'ai... T'as 12 ans là. 12 ou 13 ans. Elle est très bien avec mon gros nez de... Alors, mais... Alors mon moi, Dieu. Très gueulerie, t'as trouvé c'est ça. fou, hein. Ah putain. T'avais 13 ans à cette époque-là. Ah ouais, je vais avoir bien 13 ans, ouais. Et waouh, quelle évolution. En tout cas, ta voix a changé. T'as plein de choses qui ont changé. Ah bah oui, alhamdoulilah, heureusement. Hein. T'avais l'air très timide. Très timide. Très timide, ouais. Bah non, mais là, je te rends compte, 13 ans, c'est fou, 13 ans devant une caméra, enfin, tu vois, c'était vraiment pas mon monde, quoi. Moi, d'habitude, je suis derrière la caméra. Ou en tout cas, je suis derrière l'image, quoi. Ouais. Donc là, c'était important pour moi, mais bon, oui, timide, comme une gamine de 13 ans, quoi. Ouais.
Non, mais incroyable en tout cas. Et donc, du coup, comment tu as pu bifurquer entre le doublage, qui était devenu ton métier, ton hobby extrascolaire, et l'acting en fait? Quand est-ce que tu es vraiment rentrée dedans? J'ai commencé, je crois, j'ai été prise sur un tout petit téléfilm qui s'appelait Diane Femme Flic. Tu te rappelles de ce truc? Ça me dit quelque chose. C'était pas une rousse? Ouais, je crois. Et j'avais été prise pour faire un petit rôle, une petite meuf de banlieue. Ouais, voilà. Et bon, j'ai fait ce truc-là. Et j'avais quoi? Je devais avoir 13 ans, 14 ans. Ouais. Donc c'était ma première expérience. Et après, j'ai trouvé une agent. Et j'ai commencé à passer des castings. Et j'ai été prise pour une série qui s'appelait Trop la classe. Oui, sur Disney Channel. Bien sûr. Ouais, j'ai vu ça. Ah là là. On va vous passer des extraits. Ah là là. Mais ça, j'ai fait ça longtemps. Hein. Mais c'est fou ça. Donc en fait, on peut dire faire le parallèle entre toutes les stars, genre Zendaya, Hannah Montana, tout ça, toutes les stars Disney qui ont percé aux States. Et toi, en fait, c'est la meilleure école Disney Channel. Ouais, franchement, ça a été une bête d'école. Parce que c'était un programme court. En fait, c'était des plans séquences. Oh oui, oui, d'accord. Plan séquence, en gros, c'est... des scénettes. C'est des scénettes. C'est un peu comme du théâtre. C'est-à-dire qu'on dit action, la scène commence, on dit couper, la scène se termine. Il n'y a pas d'autres plans, 3 caméras, il y a une caméra. Et si tu te loupes, tu recommences. Et donc, c'était une super école parce que du coup, il y avait une espèce d'immédiateté, il y avait un truc instantané, quoi. Très théâtral. Et on faisait... donc, un épisode, c'était 5 plans, 5 scènes. Et on faisait 2 épisodes par jour. Donc, on faisait 10 plans séquences. Ah, c'est bien. Et on enchaînait de ouf. Et on était un groupe de, je sais pas, 10 jeunes, quoi. Il y avait Comme Levin qui était mon pote, il y avait François Civil aussi qui était avec moi. Ah ouais. Mais ouais, non, mais c'est trop gaulerie. Ah, mais faut que je trouve des images, du coup. Non, mais trop la classe. Donc, François Civil, ça fait grave longtemps que tu le connais. Bien sûr. Il faisait Dread. Et il faisait mon amoureux. Ah, il faisait ton amoureux. On vous a pas inventé des histoires et bien tout sûr après? Que si. Ah, il y a eu ou pas? Non, jamais. Putain, c'est fou ça. Hein. Ouais, bien très Mais après, vous avez rejoué ensemble. Et on a joué en couple, ouais. Wow. Ouais, très gaulerie. Et comme dingue. aussi, j'ai rejoué avec lui dans Gangsterdam, j'ai rejoué avec lui dans plein d'autres trucs. Mais c'est dingue cette génération, la génération un peu 90, d'acteurs et tout, qui se suivent en fait au fil des... Mais je crois que c'est en vrai dans toutes les générations. Ouais. C'est des époques, tu sais, où t'as les acteurs qui se retrouvent et ils démarrent ensemble et ils se retrouvent après, c'est trop stylé. Ouais. Mais Trop la classe, j'ai fait ça longtemps, j'ai fait de mes 15 à mes 20 ans. C'est dingue. On a fait 10 saisons. 10 saisons. Et dès qu'on avait des vacances, on tournait toutes les vacances. C'était magnifique, Waouh. J'ai adoré cette période. Bah, en tout cas, chapeau pour tout ce que tu as fait. J'ai trouvé ton CV. Donc, je vais te dire des trucs que personne ne sait que tu as fait, Et tu vas me dire si c'est une bonne expérience ou pas. Ok. Donc, déjà, on va commencer par le doublage. Donc, Harry Potter, tout le monde est au courant. De toute façon, c'est même à chaque fois dans les interviews, c'est ce qu'on dit. Oui, Hermione. Bien sûr. T'en as pas marre un peu? C'est un peu saoulant, non? Non, parce qu'en vrai, j'en ai tellement pas parlé. Ouais. Parce que pour plein de raisons, parce que j'étais gênée, parce que j'étais pas très fière et tout, de plein de trucs. Qu'en vrai, je comprends quand il y a un moment donné où, maintenant qu'on me connaît en tant que comédienne, on a envie de savoir ce que j'ai fait en temps. Surtout un projet aussi important. C'est important, ouais. Ouais, c'est trop important. Ouais, non, c'est un truc de ouf quand même. Faut dire la vérité. Mais je me rends compte dans les yeux des gens, pas à moi. Ouais. Bah oui, parce que t'es pas fan de. Ouais, c'est-à-dire que. Ouais, c'est. Voilà. Quoi. En fait, je trouve ça tellement mieux en anglais qu'en français. Genre, quand les gens me disent qu'ils sont fans, je suis là, regarde-le en anglais du coup. Enfin, ta vie va changer. Ouais. Tous les projets, de toute façon. Regardez tous les projets en anglais, les gars, vraiment. Ouais. En VO, quoi. En VO, ouais, franchement, c'est bien. Mais bon, juste pour le kiff, écoutez Hermione quand même. Once Upon a Time, j'avais regardé Inhumans. C'est un Marvel, ça. Des trucs que tu te souviens même plus, tu vois. Mais c'est vrai que j'avoue. Si, je sais que j'ai fait des trucs. J'ai fait Expendables. Ah ouais. Ronda, la meuf de UFC. Ouais. Ça, j'ai kiffé. Ok. The Dropout aussi. Parce que c'est. Mais en plus, c'est des trucs récents. Hein. Tu continues en plus à faire. Je continue un peu à en faire, ouais. Beaucoup moins qu'avant, mais. Et du coup, Emma Watson, t'as fait aussi sa voix dans des publicités. Le Prada, la dernière Prada, je l'ai fait, ouais. Prada et tout. Prada. Ah, c'est trop bien. Ouais, ça, par contre, c'est kiffant. On voit pas sa tête, donc j'aurais dit. Par contre, maintenant, je dis, je prends ma voix. Ne me demandez pas d'alléger et d'aller dans les aigus. Oui. Bah non. C'est pas possible. C'est ridicule. On te demandait de la changer. Ouais. En fait, quand j'étais petite, à 10 ans, j'avais la même voix qu'elle. Ouais. Et à 13, 14 ans, juste un peu après la vidéo, genre 14, 15 ans, j'ai commencé à muer. Et t'as vu ma voix d'aujourd'hui? Je savais pas que les femmes aiment muer aussi. Moi j'ai mué, vraiment, genre, je sais pas ce qui s'est passé. Il y a une ouais. T'as pas ta voix de quand t'avais 10 ans? Non. Non. Moi j'ai eu vraiment un déclic. À 15 ans, j'ai commencé à devenir plus femme, ma voix, mon corps a changé. Et du coup, ils ont pas kiffé, normal. Parce que c'était pas raccord. Donc du coup, ils m'ont demandé d'alléger ma voix comme je pouvais, au plus, au mieux.
Et en fait, ça rendait quelque chose qui était vraiment, à mes yeux, pas naturel du tout. Ouais. Et ça me faisait trop chier de me dire, putain, je fais un grand film et je suis pas fière de ce que je fais, c'est pas à la hauteur. Et puis en plus, ça n'était pas facile, Hermione, tu vois. Elle parlait vite, elle avait un accent de ouf, elle avait des espèces d'énormes phrases à dire, hyper techniques et tout. Moi, c'était beaucoup pour moi. Ouais. J'avais pas une diction incroyable, donc c'était un peu de pression. C'est pour ça que du coup, je me suis pas trop mis en avant sur ce truc-là. Ouais, j'ai compris, ouais. T'as capté. Desperate Housewives. Ouais. Daniel Van de Camp. Ouais. Mais non. C'est Oh putain. Moi, chez moi, c'est que c'est une de mes séries préférées. Ah ouais. Ouais, Daniel. Donc Daniel, la petite chippie de... La fille, là, celle qui s'est fait engrosser et tout, quoi, c'est elle, complètement. Donc t'étais Daniel Van de Camp aussi. Incroyable. Ah, ça, c'est lourd quand même. Non, c'était bon déjà. Anna Montana. Non, c'est beau CV, hein, franchement. Mais bon, après, c'est bien sûr. J'ai pas tout dit. Donc là, on va faire filmographie. Donc là, tu me dis bonne expérience, mauvaise expérience. Ok, alors il reste du jambon. Je me souviens pas. C'était mon premier film au cinéma. Petit rôle, quoi. Tout petit rôle. Ouais. Je faisais la promise de Ramsey. Ok. Mais j'ai jamais été aussi vilaine dans un film que dans ce film-là. Ah ouais. Ils m'ont mis une espèce de robe marocaine, mais avec comme ça. Et ils m'ont plaqué les cheveux. À l'époque, j'avais les cheveux très frisés. Ok. Ils se sont défrisés avec le temps. Et ils m'ont plaqué les cheveux là. Donc j'avais les cheveux très foncés, très plaqués comme ça, avec une grosse chouchoute derrière. Horrible. Oh my god. Faut que je retrouve mais par contre, bête d'expérience. Bête d'expérience, bah ouais, là, il y avait un beau casting. Il y avait Leila Bekti, Ramsey. J'avais une scène. T'avais une... Mais c'est déjà ça. C'est déjà ça. Faut bien commencer. Bah oui, il faut bien commencer. Évidemment. Non, franchement, ça tue. Beurre sur la ville. Je me souviens pas. Ah ouais, une des filles de la cité. Gangsterdam, là, c'est vraiment le rôle qui t'a révélé. Ouais. Hein Nora. Tu t'appelles Nora souvent, je trouve. Dans tous les trucs, on m'appelle Nora. Parce que Nora, c'est un peu rebeu, mais pas trop. Ah ouais. C'est un peu oriental. C'est oriental, mais pas trop, parce qu'on sait pas si t'es rebeu. C'est pas Fatima, tu vois. C'est Nora, ouais, c'est mignon. Nora. Ok. C'est vrai que j'ai fait beaucoup Nora. Et là, le dernier truc, on m'a encore proposé Nora. J'ai dit, les gars, il faut arrêter là. Ah ouais, parce que là, tu t'appelles Nora, là, dans Mercato. Ouais. On va y revenir après, bien sûr. Ouais. Ok, donc bonne expérience, Gangsterdam. Ça a été pas très bien reçu par la critique. Hein, ouais, il y a eu une énorme... Comment on appelle ça un bad buzz. Il y a eu un bad buzz de ouf. Ouais. Sur une scène et sur un acteur, enfin sur un perso. C'est pas la scène où, genre, il lui demande de filmer pendant que... Ouais. Non, je crois qu'il lui dit, on la viole ou on la viole pas. Alors évidemment, aujourd'hui, maintenant, ça paraît insensé de dire ça. Tu te rends compte, ce serait passé à... Ah là, mais on l'aurait jamais tourné. Ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, il faut savoir aussi un truc, c'est que le personnage qui dit ça, c'est un personnage qui est fou. Qui tout le long du film dit des trucs atroces, qui va brûler des trucs, il est fou. Et à un moment donné, où il y a une meuf, et on va pour la choper, et lui dit, attendez, qu'est-ce qu'on fait, on la viole pas. Et nous on lui dit genre, mais t'es un malade ou quoi? Non, je sais pas. Ouais, je me rappelle, je l'ai vu. Hein. Et ça a... Et aussi, je pense qu'il y avait aussi un truc avec... Avec la bœuf, avec... ouais, puis avec Eva Adams qu'on voyait beaucoup, et je pense que, je sais pas ce qu'il a fait, il y a eu un espèce de truc où tout d'un coup, on avait envie de critiquer sur ce film. Ouais. Alors que vraiment, c'était du 12e degré, mais vraiment, quoi. Bah oui, de toute façon, c'était déjanté. Bah, c'est comme BDE. T'as joué dans BDE, c'est un peu déjanté pareil, tu vois. Tu vois. Ouais. Et je sais pas, je pense qu'on avait envie de faire chier sur ce film. Et voilà, hein, ils ont réussi. Je sais pas si c'est ça qui a fait que ça n'a pas marché, j'en sais rien. Ça n'a pas marché? Bah, je crois pas comme on aurait voulu. Il y avait quand même pas mal de promos. Non, c'était quand même pas mal, tu vois. Mais je pense par rapport à l'engouement du réal et tout, et la prod, on s'attend toujours à plus. Il y a eu beaucoup d'investissements aussi, je pense. Financier, bien sûr. Il y a eu du budget, quoi. Ah ouais, il y a eu du budget de fou, bien sûr. Non, franchement, pour moi, c'était une bête d'expérience. Bah ouais, j'imagine. Et j'étais avec C'était ton premier gros rôle comme ça. Hein. Et en plus, je venais de quitter Section de Recherche, qui était une série que j'avais fait, télé et tout, un peu plan-plan. Je crache pas dessus, ça m'a tout appris. Ouais. J'ai appris mon métier en tant que comédienne, j'ai appris la lumière, le placement, une équipe, comme tout. J'ai vraiment appris mon métier avec ça. Mais c'est vrai que j'en avais fait 3 ans et j'en avais marre, quoi. Ouais. J'en avais marre de jouer le même rôle, de dire les mêmes choses. Enfin, c'était insupportable pour moi. Et à un moment donné où t'es comédienne, t'as envie de faire d'autres choses, quoi. Bah ouais, c'est clair. Là, j'avais toujours les mêmes dialogues avec juste l'horaire de la mort, le nom du mort qui change, mais sinon, c'est toujours pareil, quoi. Et donc, du coup, quand j'ai quitté cette série, ça a été difficile parce que... il y a l'inconnu et tout ça. Ouais, puis toute la production m'en a beaucoup voulu, les comédiens, tout le monde m'a dit, mais tu fais une erreur. Même ma mère m'a dit, mais tu es en train de faire une erreur. Tu es en train de bien gagner ta vie dans un truc, un plan-plan, tu vois. Ouais. Qu'est-ce que tu vas aller t'as la place, quoi. Ouvrir la porte de l'inconnu pour aller dans quelque chose que tu connais pas. Ouais. Mais moi, je me rappelle, j'allais avoir 25 ans et je me disais, je m'ennuie en fait. C'était pas ton... Et du coup, j'ai dit que je voulais partir. La TF1 n'était pas très content. La prod non plus et tout. Et je me rappelle que 2 semaines avant mon dernier jour de tournage, j'ai été prise sur Gangsterdam. Wow. Et je me suis dit, putain, tu vois comme quoi il faut s'écouter. Ouais.
Et donc j'ai quitté une série TF1 plan-plan pour tout d'un coup avoir un premier rôle au cinéma. Ouais. Même si le film n'a pas débloqué, enfin tu vois ce que je veux dire, mais pas déboîté plutôt. Un premier... Mais c'était une expérience de fou pour moi. Et en plus, je jouais avec Com. Oui, ton ami. Qui jouait avec moi d'entre la classe. D'entre la classe, ouais. C'est fou, hein. Et donc c'était mon meilleur pote à l'époque, mon meilleur pote derrière les caméras. Et là, sur ce film, donc c'était vraiment une bête d'expérience, quoi. Trop bien. Trop bien. Et puis on a tourné à Amsterdam. Enfin, tu vois, c'était un truc de ouf, quoi. Une nouvelle vibe, quoi. De ouf. Ensuite, il y avait Burnout. Ouais, très cool. Donc avec François Civil. Ouais. Alors, bonne expérience. Trop bonne expérience. Trop bonne expérience. Je crois que c'est une des plus belles expériences que j'ai eues. Ah ouais? Parce que j'ai eu vraiment l'impression de bosser avec un cinéaste. Donc alors actuellement, tu es dans la série Mercato avec Arnaud Ducré, Ilyes Kadri et Foued Naba qui est le rappeur Koffs. Alors raconte-moi tout. Écoute, ça c'est franchement bête de projet, je suis trop contente. Un rôle principal encore. Ouais, franchement on est contente. Quand je m'appelle Nora. Encore Nora. Ça, on change pas une équipe qui gagne du coup. Je crois qu'en fait, vas-y, je vais appeler ma fille Nora si j'ai c'est ça en fait. Il y a un moment donné où il faut y aller. Ouais. Non, écoute, trop cool projet. Donc c'est une série policière. Ouais. Et au début, j'ai un peu eu peur parce que j'avais déjà fait une série policière il y a longtemps. Mm-hmm. Et je m'étais promis que si je devais refaire une flic, elle devait être différente ou je sais pas, ça devait être une flic, je sais pas, une ripou ou tu vois, un truc un peu particulier, quoi. Ouais. Et là, c'était le cas. C'est-à-dire que, en fait, le cadre policier, c'est un peu une histoire de fond, mais qui est dans le fond. Ouais. Ce qui compte, c'est la comédie et l'action. Et donc, du coup, c'est une série où je fais que des cascades de fou. Où c'est moi qui fais les cascades et c'est Arnaud qui crie à côté de moi. Ouais. Tu vois, genre c'est moi qui saute de l'avion et c'est lui qui est accroché à moi. C'est moi qui conduis à 200 km/h sur le Prado et c'est lui qui hurle à côté. Puis j'ai regardé le premier épisode et c'est très drôle. Ouais, c'est cool. C'est vraiment très drôle et je vois qu'il y a vraiment une bonne connexion entre tous les comédiens. Franchement, je les aime tous. Non, franchement, ce qui est cool, c'est que, parce qu'on en a vu plein des séries policières, premier degré, vous étiez où entre 17h et 18h, on a retrouvé... C'est chiant, tu vois. Et là, ce qui est cool, c'est qu'il y a beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de second degré. Et l'humour avance petit à petit. C'est-à-dire que les deux premiers, ils sont mignons, ils sont cool, mais plus t'avances, plus c'est gaulerie. Et franchement, je suis hyper contente du résultat. On a tourné 4 mois à Marseille. Et je me suis éclatée. J'étais épuisée à la fin. Bah ouais, tu m'étonnes. Je me suis fait des entorses, des machins de tous les côtés et tout. Parce que c'est hyper physique, mais c'est ça qui est génial. C'est que là, je fais des trucs que je pourrais jamais faire ailleurs, en fait. C'est clair. À part avec les ricains. Bah ouais, mais bientôt, Inch'Allah. Inch'Allah, les doigts. Moi, je te le souhaite, en tout cas. Dans un Marvel ou dans un... je kifferais. Ah ouais, ça serait trop bien. Mais en tout cas, en France, là, il y a un truc en train de s'ouvrir. Le fait que, tu vois, maintenant, il y a une déconstruction qui s'est faite un peu pour les rôles féminins et tout. Où maintenant, les femmes sont fortes et maintenant, ça y est, on n'est pas que le faire-valoir des gars. Et bah, ça se ressent de ouf dans cette série. C'est vrai, ouais. Je suis pas derrière la jolie meuf en talons qui a un pistolet mais qui sait pas le tenir. C'est important pour toi d'avoir une bonne représentation, qu'on te propose des rôles de femmes badass qui savent ce qu'ils veulent. De ouf. Tu vois ? C'est vrai que j'ai un physique qui a toujours été un peu particulier au cinéma où je rentrais pas dans la case de jeune première, de meuf fragile, amoureuse, qui vit sa première histoire d'amour. Ça, j'ai jamais réussi à être prise sur ces rôles-là. Parce que j'avais une voix grave, parce que je suis carrée, je suis grande, j'ai des grands pieds, je suis imposante, tu vois. Et du coup, pendant longtemps... T'es quand même super belle, quoi. Donc c'est ça le truc, c'est que je me dis, bon, certes, tu as une posture, une carrure et tout, mais t'as un visage de poupée, quoi. Oh bah, c'est gentil. Ouais. Mais c'est vrai. Donc on t'a toujours proposé les mêmes styles de rôles ? J'ai toujours fait... Franchement, j'ai commencé ma carrière en faisant beaucoup de rôles de Kaira, quoi, vraiment. Meuf de cité. Mais parce que, comme j'étais à l'aise... dans cette espèce de phrasé un peu street, on s'est dit, ah bah super, elle va faire la meuf de banlieue, on va lui donner ce rôle-là. Et donc j'ai fait ça pendant longtemps. Ça t'a saoulé un peu ? Et à un moment donné, t'as envie de dire, les gars, je peux faire autre chose. Ouais. Je peux faire autre chose. Je peux très bien faire un rôle du XVIIe siècle, je peux faire une meuf du XVIe, je peux essayer, tu vois. Ou en tout cas, laissez-moi juste passer le casting. Mais après, je crois aussi qu'il y a dans ce métier, c'est des physiques, en fait. C'est des énergies. Et en France, en tout cas, on aime bien, au début, mettre dans des cases. Et après, quand t'as percé et qu'on voit que t'es capable de faire autre chose, on ouvre d'autres horizons. Et t'as des acteurs qui tout d'un coup se mettent à faire des trucs, des contre-emplois complètement incroyables, surprenants et qui fonctionnent. Mais je crois qu'au début, en France en tout cas, on aime bien être rassuré. T'as déjà fait ça, tu vas encore le refaire. C'est vrai, voilà. C'est l'expérience. C'est l'expérience. Donc moi, j'ai bien là rodé le rôle de la meuf un peu street, seule, qui n'a pas de parents, qui est toujours un peu dans une espèce de dualité, de complexité et tout. Bon, tu me diras, c'est un peu le rôle de Nora aussi, hein, en fait. C'est vrai, ouais. Un peu, c'est vrai. Mais moi, c'était important pour moi, du coup, de travailler avec les scénaristes et la production pour qu'elle ne soit pas que forte, en fait.
Genre, ok, c'est bon, elle peut être forte. C'est de la vulnérabilité. Mais, je veux dire, nous, les femmes, on est des femmes fortes, ouais. mais on a quand même de la sensibilité à côté, on a de la pudeur à côté, on a beaucoup d'émotions. Enfin, je veux dire, on est en plein de choses, quoi. Tu vois. Et c'était important pour moi qu'elle ait aussi cette part de féminité. Parce que souvent, force à l'image, ça veut dire pas féminine. Garçon manqué. Alors qu'on peut être les deux. Bah, enfin, regardez-nous. Clairement. Bien sûr. Toi, ce serait quoi, genre, le rôle de tes rêves? Genre, le Graal, le truc sur lequel t'as trop envie d'être prise? Rôle d'époque. Rôle d'époque. Mais ça serait, quand je vous dis ma passion, ça serait mon rêve le plus ultime. Wow. Soit, tu vois, genre, je sais pas, 18e siècle, soubrette, soit reine, je sais pas, à la Victor Hugo, tu vois. Voilà, je vois. Moi, les femmes dans Victor Hugo, c'est quelque chose qui m'a toujours passionnée. J'adorerais déclamer des textes, femmes trompées, enfin, tu vois, mais d'époque avec une robe incroyable. Ou alors, mais en France, ou alors, je sais pas, dans le désert, mettez-moi femme du désert du 15e siècle, j'en sais rien. J'adorerais. Ouais, mais je te verrais bien en plus. Mais de ouf. Franchement. Mais tu vois, j'ai jamais passé de casting d'époque parce que je sais qu'ils se disent ah mais elle a du métissage. Tu penses? Mais maintenant, tu vois, quand on a Bridgerton et tout ça, quand on a des films comme ça, maintenant, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, mais en France, ça s'ouvre. Bah, international, ma chérie. Inch'Allah. You speak English, right? Oh là là. Inch'Allah. Est-ce que tu passes encore des castings? Parce que c'est vrai, comme ça fait super longtemps que tu es dans le game. Ah bah évidemment, je passe des castings, bien sûr. Après, il y a des trucs où on appelle ça des essais parfois. D'accord. C'est pas un casting, c'est un essai. Ça veut dire que c'est un peu plus. Ouais. Mais tu es quand même devant un directeur de casting, ou parfois où j'ai une rencontre avec un réalisateur, ou ça m'est déjà arrivé d'avoir un rôle. Déjà, ok, c'est cadeau pour toi, mais c'est rare. C'est rare, ouais. Ouais, c'est rare. Il y en a. Ou alors, ce qu'on me propose, c'est souvent des trucs pas très bien. Ah ouais. Ouais, genre les projets pas ouf, là on me les propose. On était là genre, ah ouais, j'ai capté. Les projets un peu complexes à avoir, là il faut se battre, et c'est normal. Ouais. C'est le jeu. C'est le jeu. C'est stressant un petit peu la compétition entre comédiennes. Moi j'avoue. Toi tu le ressens ou non, bah déjà il y a aussi un truc, c'est que quand tu passes un casting, t'es toute seule, tu vois pas les gens dans la salle avant, enfin c'est rare, tu vois. Ouais. Les mecs ils savent bien faire, ils font bien en sorte que personne ne se croise, donc tu sais pas qui a passé le casting. Ouais, c'est secret. Tu vois. C'est quand le film il sort que tu dis ah putain, ils l'ont pris. Putain. Mais moi je suis plus dans un délire de sororité, j'ai pas envie, je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, on est toutes différentes. Et puis surtout, si moi j'ai pas été prise et que toi tu l'as été, c'est que t'as été meilleure, Maros. Et donc en vrai, je suis trop contente pour toi. Et que si j'ai pas été prise, il y a peut-être des raisons pour lesquelles j'ai pas été prise. Et que j'étais peut-être pas soit à la hauteur, soit il y avait un truc. Tu correspondais pas à ce que le réalisateur il avait dans la tête pour le rôle, tu vois. Moi T'as raté beaucoup de castings? Mais énormément. Ah ouais. Mais bien sûr. Et parce qu'on voit les succès, on voit pas les échecs, tu vois. Et je vais te dire un truc. Quand tu réussis un film, on te met là. Tout le monde t'appelle, tout le monde te félicite, la production, tout le monde est hyper fier. Mais quand t'es pas prise pour un casting, à 95%, personne ne t'appelle pour te dire que t'es pas prise. Ouais, c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, au bout de 3 semaines, tu dis tiens, on m'a pas dit que j'avais pas été prise, donc je ne suis pas prise. Je le sais, t'inquiète, j'ai raté plein de castings. On t'appelle pas? Je sais, mais non, on te calcule pas. Et tu te rends compte ce délire-là, comment c'est dénigrant. Et t'es là, t'appelles. Il faut plus l'appeler. En fait. Après, il y a un casting, je me rappelle. C'est pas mon interview, mais je vais te faire une petite confidence, je te raconte. J'avais le casting de Passant Pécho. Ouais. Passant Pécho, ils ont fait un film. Bien sûr. Et genre, je connaissais le texte par cœur et tout. Je devais faire la femme de Fred Testo, la sœur de Eddie. Tu vois. Je devais jouer super d'ailleurs. J'aurais été incroyable. Ça aurait été super. Non, je rigole. Genre la meuf, celle qui a eu le rôle. Non, mais je me suis chiée dessus le jour du casting. Il y a le super beau gosse Nassim Lies qui vient. Je savais pas qu'il serait là. Moi, je croyais qu'il y avait juste la directrice de casting. J'arrive. Et je le vois, et il a des yeux un peu jaunes, tu vois, vert, tu vois. Et j'étais complètement... T'étais sous le charme. Non, j'étais pas sous le charme, tu vois, genre en mode... J'étais déstabilisée. Je m'attendais pas à ce qu'il soit là, du coup, j'étais intimidée et tout. Et genre, c'est lui qui m'a donné la réplique pendant le casting. Et genre, j'ai raté, j'ai vraiment raté. Et franchement, ça m'a fait chier parce que je dis, ouais, j'aurais été bien dans le rôle, mais c'est pas grave. Il faut apprendre de ses erreurs. C'est-à-dire que tu sais maintenant que les castings, c'est un truc que tu dois bosser un peu plus fort, en tout cas, faut que tu bosses plus tes castings pour être moins flippé, quoi. Ah ouais. Mais je comprends, c'est très impressionnant. Arrive, c'est un des castings, mais j'en ai raté plein. Mais bien sûr qu'on en rate plein. Et tu peux pas tous les... En fait, tu peux pas être prise partout. Ouais. C'est quoi, toi, le rôle que t'as pas eu et que t'aurais vraiment aimé avoir? Il y en a plein. Seule vraie déception, parce que en vrai de vrai, je te dis, ma daronne, elle m'a appris ce truc-là tu passes un casting. T'es pas pris, c'est pas grave, passe à autre chose. Sois déjà très content d'en être arrivé là. Donc j'ai ce truc-là qui est constant dans mon processus. Mais il n'y a pas si longtemps, là, il y a 2 ans, je crois,
Il n'est pas encore sorti le film. Énorme film. Ah ouais. Et donc on m'en parle et tout. C'est une pote à moi comédienne que j'adore qui me parle de ce rôle-là. Elle me dit écoute, je vais refuser ce rôle-là pour telle et telle raison. Il faut que tu le fasses. Je suis là quoi? Elle me dit il faut que tu le fasses. J'appelle mon agent, je dis écoute. Là il y a un gros film français et tout. On peut savoir c'est qui la copine ou c'est un secret? Ah Adèle, ok. Et donc elle me dit ma soeur, il est pour toi le rôle. Démerde-toi. Wow. Je suis là ok. Et je me rappelle, elle prend mon téléphone, elle appelle mon agent, elle dit il faut que tu trouves un rendez-vous pour Manon. Ok. Et je dis à mon agent, vas-y, allez, à toi de jouer, trouve-moi un créneau, tu vois. Ouais. Pendant 2-3 mois, j'ai rien, elle me dit écoute, j'y arrive pas et tout, j'arrive pas à avoir un rendez-vous. Bon. Et un jour, je suis chez ma daronne dans le sud, et j'ai mon agent qui m'appelle et elle me dit t'as rendez-vous demain. Je suis là quoi? Elle me dit t'as rendez-vous demain. Je suis là, ah bah non, je suis dans le sud. Elle me dit je m'en branle. Pardon, mais tu prends un train, tu débarques. Elle m'envoie en cachette le scénario, je le lis dans le train. Je pleure. Je me dis, c'est pour WAM. C'est pour WAM. Je peux pas te dire autrement. C'est pour jouer une femme qui est déguisée en homme d'époque, en fait. Ok. Genre, en gros, c'est un mousquetaire, mais c'est une femme, en fait. Ah, j'adore. Et tête rasée et tout. Genre, c'est un homme. Ouais, tout le monde pense que c'est un homme. Et je me dis, genre, c'est WAM. C'est WAM. C'est ce que j'ai voulu faire. Ouais. Et je passe le lendemain. Donc, j'arrive le lendemain et il y a toutes les actrices, que des bêtes d'actrices françaises, vraiment. Et je suis au rendez-vous, il y a la réal, il y a toutes les actrices et tout. Et ça se passe, quand je te dis que ça se passe bien, c'est pas que ça se passe bien, c'est que c'est sublime. Je me dis, franchement, je peux pas ne pas être prise. Ouais. La directrice de casting pendant le casting qui me fait, c'est super ce que tu fais. La comédienne qui me dit, meuf, t'es trop belle, c'est pour toi le rôle. Que des trucs comme ça. Tout le monde me fait des comme ça derrière la caméra. Genre, vraiment, tu sens quand il y a un truc qui se passe, tu te dis, genre, que c'était. Ouais, je me dis, ça y est, je l'ai. Et je me suis dit, putain, ma carrière, c'est magnifique et tout. Et j'ai pas été prise. Et la réal m'a appelée et elle m'a fait plein de compliments. Mais elle m'a dit, c'est une histoire d'énergie dans le groupe. En termes d'énergie, ça passe pas. À croire que je prenais trop de place, trop d'énergie dans le truc. Et t'es là genre, ok, qu'est-ce que tu veux dire? Et là, j'étais vraiment déçue. Là, c'est la première fois de ma vie où j'étais là. J'ai pleuré, j'étais là genre, putain, j'y ai cru. Mais c'est la vie. Ouais. Et voilà, et c'est comme ça, et il y en aura d'autres, et ça fait partie de notre métier en fait d'être déçu. Et c'est normal d'être déçu, c'était tellement bien. Et j'espère que la comédienne qui a été prise sera super, et j'en suis persuadée, et tu vois. Du coup, t'as su qui c'était du coup la comédienne qui a été prise? Ouais, vraiment rien à voir avec moi, une petite nénette rien à voir. qui fait 15 kilos, enfin j'exagère. 15 kilos. C'est vraiment genre un petit être, pas moi quoi. Le poids d'un enfant, c'est un petit gabarit quoi. C'était pas du tout l'énergie dans laquelle il voulait aller, et je le respecte, mais j'étais trop déçue. Bah au moins, si elle n'a rien à voir avec toi, au moins tu pas de regret quoi. Exactement. Tu vois. Et puis la réal m'a été trop sympa, on s'est bien parlé après, donc voilà. Mais c'est la vie. Voilà. Ouais, c'est la vie. C'est la vie. Ça arrive, vous voyez, ça arrive même aux plus grandes. Et attends, ça doit arriver même à Marion Cotillard, peut-être de louper un truc, enfin ça arrive à tout le monde. J'ai regardé, tu connais Brie Larson, Captain Marvel, la blonde Captain Marvel. Ouais. C'est celle qui fait Captain Marvel. Okay. La super-héroïne Marvel, tu vois. Et elle a fait une vidéo sur YouTube, je vous suggère d'aller la voir pour tous les comédiens, les jeunes comédiens, comédiennes qui ratent des castings et tout ça. Elle a fait une vidéo YouTube où elle a listé tous ses échecs de casting et franchement, ça ne l'a pas empêché d'arriver à là où elle est maintenant. Bien sûr. Donc du coup, ne perdez pas espoir chez vous. Moi aussi, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans le sud, pareil que toi. Je kiffais mes vacances et tout. Le directeur de casting m'appelle, bon, il faut que tu sois là demain. Bah, c'est toujours comme ça. Et là, tu prends ton petit train et après, t'es pas prise. Mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Parce que, en fait, sur 10 castings, il y en a peut-être un que tu vas avoir. Et ça sera peut-être pas le meilleur, mais c'est pas grave. On a tous des routes. Moi, tu vois, je bosse depuis que je suis petite, mais j'ai pas une carrière incroyable. Non, mais ce que je veux dire, c'est que. Les gens se reconnaissent dans la rue et tout. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que je travaille depuis très longtemps. Ouais. Et je monte doucement les échelons, tu vois ce que je veux dire? C'est bien. C'est mieux comme ça qu'être une étoile filante et après on te revoit plus. Il y a plein de chemins différents. Ça s'apprend, c'est un vrai métier, ça s'apprend. Bien sûr, mais il y a plein de chemins différents. Ouais. Et tous les chemins mènent à Rome, à Skip. À Skip, hein? À Skip. En tout cas, toi, ça va peut-être te mener aux States, hein, d'après ce que j'ai le nez, j'ai le flair. Non, mais j'ai tourné moi un truc en Angleterre. Ah ouais? Alors raconte. Il y a 2 ans, 1 an et demi. Ça s'appelle 15 Love, c'est une série sur Amazon Prime. Ok. Et en fait, ça fait longtemps que mon agent essaie de me faire passer des castings un peu aux États-Unis ou à Londres. Trop cool. Justement parce que j'ai un physique qui fonctionne plus là-bas qu'ici, tu vois. Vraiment, je parle très mal anglais. Ok. Mais très très mal. Genre, I speak like this. Mais c'est un accent que je trouve très sexy, tu sais, là-bas. Je te sexy at all. Je te jure. Et c'est vrai que dans mon agence, il y a une section internationale
Et à chaque fois, elle me fait passer des castings et je suis à chaque fois en callback. En callback, c'est vraiment, je suis en finale de finale. En finale, ouais. Mais meuf, des trucs, vraiment des vrais trucs, quoi. Des vrais trucs. Et je me dis, mais c'est complètement dingue. Et à chaque fois, je suis vraiment à ça, à ça, à ça. Encore là, j'ai passé un casting, meuf. J'étais en callback pour les frères Cohen. Ah, ça tue. Bon, là, j'ai pas été prise. Scène de cul, scène de... Donc c'était un peu, au final... Toi, t'as tes limites quand même. Oui, j'ai mes limites. C'est quoi le max? Parce que c'est vrai qu'on t'a vu embrasser des filles. Oui, un petit smack sur les filles, aucun problème. Vas-y, je préfère embrasser une fille qu'embrasser un garçon. Ah, c'est mieux, ouais. Moi, je préfère. C'est mieux. Mais bon, après, la nudité, tout ça, c'est pas ton truc. Non, c'est pas mon truc. Je suis pas très à l'aise. Après, je sais, mais jusqu'à présent, ça m'est pas arrivé. Ou alors, j'ai toujours réussi à dire, bon, je veux bien faire un début de scène ou une fin de scène. Ouais. Un début on du voit rien, quoi. Mais je veux pas qu'on voit ni mes seins ni mes fesses. Ouais. Et je veux pas mimer une action. Ça, c'est ma limite. Ouais, après, je pourrais pas. Le truc, c'est que si on te dit, voilà, tu vas jouer dans le dernier Audiard, il faut que tu sois nu, tu le fais ou tu le fais pas? Je sais pas. Nu. Moi, j'ai un rapport avec mon corps, je suis pas encore pareil. À l'aise, tu vois. Je sais pas si mais j'arriverai. Si on te dit, c'est le film qui te met là. Qu'est-ce que tu fais? Je sais pas, non, je sais pas. Moi, en tout cas, je me pose vraiment la question. Ouais. Et ça mérite réflexion, en effet. Une réflexion. Et c'est terrible parce que, en fait, moi, je suis que à dire, oh, mais le boucher, il va que voir mes seins et tout. Je pense que à des trucs comme ça, alors que c'est pas ça l'art. Mais moi, j'ai un rapport à je sais pas, à la nudité une espèce de pudeur qui m'appartient, tu vois. Donc, parfois, ça m'arrivait, par exemple, de rater ce rôle-là où j'étais en finaliste pour les frères Cohen. Mais au fond, j'étais là, je suis pas. Parce que là, c'était vraiment une scène de sexe qui te demandait de faire. La scène de sexe et nudité. Mais genre un peu de rôle, pas premier degré, genre. Genre, ouais. Mais j'aurais trop du mal. Et quand j'ai pas été prise, j'étais un peu soulagée au fond de moi. Ouais, tu te dis, bon, c'est un mal pour un bien. Ah, c'est bon, c'est un mal pour. Exactement. Mais donc là, la série anglaise. Donc du coup, à chaque fois, je passe des castings, chaque fois, je suis à ça d'être prise et tout. Ouais. Et là, je suis prise. Trop bien. Pour une série anglaise. Et sauf que moi, je leur dis, dans ma tête, je me dis, mais ils savent pas que je parle pas anglais, en fait. Parce que en tape, je fais la blague. Je connais bien mon texte, je travaille un peu l'accent, ça fait la blague. Mais si tu me demandes de parler, toi et moi, je parle pas bien. Et donc, j'ai été prise et je suis partie 2 mois à Londres. Ça s'est trop bien passé, mais j'étais beaucoup trop stressée. Ouais, bah c'est sûr. Vraiment parce que tu n'avais pas la paix d'esprit de te dire, ouais, c'est pas grave, je suis bilingue et tout ça. Donc, j'étais comme ça. Il fallait que tu apprennes par cœur tes trucs et tout. Et en fait, moi, ce qui était très dur pour moi, c'était de jouer en anglais. C'est-à-dire que, en fait, une phrase en anglais, c'est pas la même qu'une phrase en français. Ouais. Nous, en français, quand on joue, on est sobre. Ouais. Passe-moi du pain. Ouais. En anglais, je sais même pas comment on dit, bring me the bread. Pass me the bread. Ouais, tu vois, pass me the bread. Donc, il y a des espèces de trucs d'ouverture de bouche. En jeu, c'est pas pareil. C'est pas la même chose. Et je devais faire une meuf, genre, horrible en plus, les scènes de jeu que je devais faire. Elle est mariée avec un mec, elle a 2 enfants. Et genre, elle apprend que son mec la trompe avec des jeunes filles. Mais genre mineures. Ouais, chaud. Et genre détournement et tout. Donc que des scènes d'émotion horribles à jouer. Ouais. Et c'est vrai qu'en anglais, c'était pas évident. Mais j'ai réussi, je crois. Voilà. Bon, ben on ira voir à Prime Video. Ouais, mais il n'y a pas en France, c'est qu'en Angleterre. Oh, c'est trop dommage. Et là, j'ai été prise pour un film ricain. Oh, t'as le droit d'en parler et tout? Ouais, bah je pars dans une semaine à Sofia, en Bulgarie. Ah ouais, trop bien. Bon, après, c'est pas du tout un gros film ricain. C'est une pas petite grave, comédie, tu vois, je pense, de Noël. Netflix and chill. Ouais, c'est vraiment un petit truc, mais trop cool, où je fais vraiment le cliché de la parisienne. Ah, trop cool. Chaud, et c'est trop drôle parce que quand mon agent m'a appelé, elle m'a dit, ouais, ils veulent une meuf très chic parisienne bourgeoise. Je lui dis, bah, c'est pas du tout moi. Mais c'est bien, ça sort complètement de des rôles qu'on te propose. Et je lui dis, mais c'est pas du tout moi. Et en fait, ce qui est drôle, c'est que les Américains me voient plus moi comme une bourgeoise française que les Français me voient comme une bourgeoise. C'est fou. C'est drôle, hein? Ouais. Mais on n'est pas marketable pareil. Moi, j'ai été aux États-Unis, j'ai été dans des émissions américaines, etc. Et c'est vrai que l'image qu'ils avaient de moi, c'était the French. Oriental, sexy, French girl. Tu vois, genre j'étais la classe à la française et ça. Et ici, c'est vrai que la perception, bah, je pense que c'est à cause de tout ce qu'on voit, les médias, histoire, etc., notre histoire. Et non, et puis surtout, oui, t'as raison, les médias. Et la façon dont ils veulent nous mettre dans des boîtes ici, dans ce pays. Toi, tu vas être la maghrébine ici. C'est ça. Alors que les Ricains, ils vont dire, t'es la française chic. La petite française de avec from Paris, tu vois, avec orientale. un accent. Et après, une petite touche épicée de on ne sait d'où, parce qu'on peut me prendre pour une latina ou pour une. Complet. Tu vois? Je suis d'accord que c'est très drôle, cette différence de vision qu'ils ont de nous. Et là, tout d'un coup, je fais une française parisienne, chic. J'ai jamais fait ça de ma vie, je suis trop contente. Ça tue. Donc voilà, trop cool. Bon, je suis allée fouiner sur ton Instagram et je suis allée fouiner sur l'Instagram de ta maman aussi. Oh là là. Tu sais qu'elle a plus de trucs sur Instagram que toi. Hein. Ouais, je sais, c'est un délire. Je la retiens, hein, parce qu'elle peut faire des folles, elle fait des dingueries, elle. Hein. Ah oui? Non, mais là, c'est soft. Elle parle avec des fans.
Ah ouais? Ouais, c'est limite, elle me dit, bon, je pense qu'il y a une femme qui t'aime beaucoup, je pense qu'il faut qu'on aille la voir. Je dis, bah, enfin, maman. Mais elle va entretenir des relations après. C'est trop gentil. Ouais, et c'est genre des ouais. fans de toi qui vont parler à ta maman. Ouais. Et elle répond à tout le monde. À tout le monde. Mais elle est fan de sa fille. Hein. Ouais, elle te ouais, soutient. ouais, il y a beaucoup de photos de toi. Il y a beaucoup de « Oh, ma chérie, ma princesse ». C'est trop mignon. Ça fait penser à ma mère, en vrai, tu vois. Parce que même ma mère, tu sais, des fois, ça lui arrive « Bon, est-ce que tu peux répondre à telle personne ?» Je suis trop mignonne. Maman. Donc voilà, on va commencer soft sur ton Instagram, cette petite bouille. Oh lolo. Mais il n'y a pas à être mignonne comme ça, en fait. C'est vrai que c'est assez... ouais, T'es incroyablement mignonne. Bah, donc, merci, ces deux premières photos, donc ça, t'avais quel âge? Et la petite photo avec la glace? Passion bouffe. Bah là, je sais pas, je dois avoir 2-3 ans. Ouais. 3 ans, je sais pas, 2 ans. Je me rends pas compte, j'ai pas d'enfant. Mais... Quand t'étais petite, tes parents, ils ont dit c'est une star. Mais c'est sûr, regarde, quand on a un enfant comme ça, pardon, hein, trop mignonne. Ouais, trop mignonne. Adorable. Bah écoute, faut leur dire, ma mère va être contente. Putain, elle va être trop contente de cette interview. On l'a arrêtée dans la rue, ta mère, quand elle a la poussette. Oh, votre fille, elle est trop belle. Ça arrivait, non? Ouais, ça arrivait tout le temps. Ça arrive à tous les enfants, de toute façon. Non, ça n'arrive pas à tous les enfants. Ah bon? Ah bah non. Tous les enfants ne sont pas magnifiques, tu vois. Tu mets une petite bouille, yeux. Ouais, franchement mignonne. J'avoue que les petites bouclettes et tout, c'était mignon. Oh my god, trop mignonne. Bon, ça c'est la première photo. Franchement, je pouvais pas ne pas... Alors, deuxième photo. Donc, Laurence a posté ça avec ton frère. J'étais rousse, t'as vu? Comment ça se fait que vous ressemblez pas trop, toi et ton frère? On se ressemble. C'est parce que, en fait, moi je suis blanche et lui il est rebeu. C'est ça la différence. Ouais, voilà. C'est qu'on a les mêmes traits, mais lui il est typé rebeu. Typé rebeu et moi typé blanche. En gros, on a le même nez. C'est juste que moi j'ai les yeux bleus, lui les yeux noirs, on a les mêmes yeux. Ouais, c'est vrai, il y a un air de ressemblance, mais lui il est plus... il est beaucoup plus typé. Alors, troisième post, ta maman, bon ça c'était il y a quelques mois, elle a posté il y a 33 ans, aujourd'hui naissait ma fille Manon Azem. La guerre du Golfe venait de commencer aujourd'hui, le jour de son anniversaire, et ça recommence encore, une violence, une haine. Et j'ai vu aussi que toi, tu as posté cette image en rapport avec le peuple palestinien. Donc, tu es l'une des rares actrices à avoir apporté ton soutien à la cause palestinienne, et je trouve que c'est beau. Quel est ton lien, justement, avec la Palestine? Mon père est palestinien. Ouais. Toute ma famille vit là-bas. Moi, j'ai la double nationalité. On est des Israéliens arabes, comme on appelle ça aujourd'hui maintenant. Et c'est vrai que j'en ai jamais vraiment parlé, parce que ça faisait partie de mon intime et que c'était ma vie, quoi. Et du coup, moi, j'ai la double nationalité. J'y vais depuis que je suis née. J'y vais tous les ans ou tous les 2 ans, j'essaie d'y aller, quoi. Et c'est une histoire qui est très importante pour moi. C'est... autant l'histoire de ma famille que l'histoire de ce pays, que le conflit. C'est quelque chose qui est très ancré en moi, qui fait vraiment partie de moi, qui a toujours fait partie de moi, depuis mon enfance, adolescence, jusqu'à aujourd'hui. Et évidemment, c'était impossible pour moi de ne pas prendre la parole, ou en tout cas pas utiliser la lumière que j'ai à ce moment-là de ma vie pour essayer de dénoncer l'injustice qui est en train de se passer là-bas, quoi. C'est terrible. Moi, je suis extrêmement affectée depuis 5 mois, là. Les 3 premiers mois ont été d'une violence rare, j'ai trouvé, mais même dans mon comportement, je trouvais que vraiment ça prenait beaucoup de place dans ma vie. Maintenant, j'arrive à prendre un peu de recul et à me dire d'utiliser par exemple la promo que j'ai, moi, essayer d'en parler un peu, même si c'est très compliqué parce qu'il y a des moments donnés où on me dit c'est pas l'endroit, c'est pas le moment. C'est compliqué, mais j'essaie comme je peux de mettre en lumière ce qui se passe, quoi. Je peux rien faire, on va rien changer. Bah, écoute, déjà, le fait de prendre position, c'est quelque chose d'énorme. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, oui, mais c'est fou. Aujourd'hui, oui, alors que prendre position pour un cessez-le-feu, c'est juste normal. Pour la paix, pour la libération, pour qu'il y ait... Bien sûr. Voilà, que les gens apprennent, je ne sais pas si... Voilà, ça fait quand même 75 ans qui vivent tous en paix, et, comme des frères et sœurs. Et ça, c'est... Parce que là, en plus, je ne suis même pas dans un contexte d'expliquer un peu... les conflits qu'il y a sur ce pays, la colonisation, l'apartheid. Là, juste, ce qu'il faut faire, c'est juste demander un cessez-le-feu, demander la libération des otages, l'acheminement d'aide humanitaire en urgence. Tu vois, il y a un moment donné où là, il y a des points clés qui doivent être mis en avant, quoi. Juste ça, juste un cessez-le-feu. On parlera des problèmes plus tard. Bien sûr. Là, il faut juste que des innocents arrêtent de mourir, parce que Et ce qui est terrible, c'est qu'on vit ça en live, quoi. C'est là où c'est terrible, c'est que tous les matins, tu te réveilles, tu regardes ça, tu vois tout de suite. Et c'est affligeant, c'est terrifiant. Ouais, ce que tu me disais,
c'est normal d'en parler et c'est bien de libérer la parole. Est-ce que toi, depuis que t'en parles, enfin depuis ces 5 derniers mois, est-ce que tu as déjà eu des altercations, des messages négatifs? Est-ce que les gens t'ont tourné le dos aussi vis-à-vis de ça? Alors, il faut savoir que moi, je prenais déjà un peu la parole avant le conflit. Oui. Ça m'arrivait genre tous les 2 mois de poster un petit truc sur la Palestine, sur l'histoire, sur Gaza, sur l'injustice en Cisjordanie. Des choses que ma famille subisse aussi, c'était important. Donc, même si c'était pas constant, c'était régulier. Bien sûr. Et j'avais jamais rien reçu de méchant. Il faut savoir qu'en général, les gens sont très gentils avec moi sur les réseaux et tout, même dans la vie. Dans la rue, les gens sont hyper gentils. Et là, quand j'ai pris la parole, je devais peut-être avoir 2 messages de haine par jour. Et je tournais toujours à la dérision. Genre, je les repostais et j'en rigolais, quoi. Et puis, il y a un moment donné, j'avais posté, mais peut-être qu'aujourd'hui, avec le recul, je me dis que c'était peut-être un peu too much, même si, bon. Ah ben moi, j'ai fait une vidéo où j'ai insulté Biden. Je les ai tous insultés. Ah ouais, je les ai tous. Mais ouais, parce qu'à un moment donné, quand tu es impuissant derrière ton écran et que tu vois des enfants se faire exploser, des morceaux, des papas qui récupèrent leurs enfants dans des sacs, mais c'est trop violent en fait. Je peux pas ne pas être en colère. Tu vois? Et puis de toute façon, il y a plusieurs étapes en fait dans un état de choc. Tu as la colère et puis il y a plein d'étapes qui se mettent en place. Et c'est vrai que moi, à un moment donné, j'ai eu beaucoup de colère aussi. Et donc j'avais posté un truc et sur la fake news des 40 bébés égorgés. Oui. Et donc j'ai relayé un espèce de post là-dessus en disant c'est fou comme les 40 bébés égorgés, les 40 faux bébés égorgés ont fait plus de bruit, ont touché plus de gens. À l'époque, c'était 4000 enfants. Que les 4000 enfants morts aujourd'hui. Ouais. Aujourd'hui, on est à plus de 14 000. Hein. Ouais. À l'époque, c'était 3000. Ouais. Et donc, je poste ce truc-là. Et en fait, il y a Arthur, le présentateur de TF1, qui a repris mon post, quoi, et qui l'a remis en disant Manon Azem, c'est terrible ce que vous dites, c'est odieux. Enfin, je ne sais plus ce qu'il dit, mais en gros, il me ficha et il me dit que c'est honteux ce que je racontais, tout ça. Moi, je sais pas, je le suis pas. Donc, j'ai une pote qui m'appelle et qui me dit t'as vu, il y a Arthur qui t'a tagué. Ok, m'en fous. Et à ce moment-là, vraiment, scène de film, je prends mon téléphone et j'ai genre 250 messages. Mon téléphone qui vibre dans tous les sens. Et là, je me retrouve à avoir des messages mais de haine, de viol, de mort, mais des trucs mais d'une violence, à mes yeux en tout cas, sans nom. Et en fait, ça s'est pas arrêté. Je me suis prise de panique. J'étais là, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est de l'intimidation. C'est que ça. Il a fait la même chose à Rima Hassan, Arthur. Hein. Ouais. Il est très dangereux. Cet homme est très dangereux. Vraiment, en tout cas, il a un pouvoir. Après, bon. Il a une armée, une horde de. Je pense qu'après, mon téléphone, il a fuité dans un groupe Telegram. Ouais, je pense. Punaise. Et ma mère s'est mise à retrouver des menaces, mon frère aussi, mon agent. Enfin, genre, ça allait loin, tu vois. Ouais. Et du coup, c'était la première fois de ma vie où j'ai. Enfin, pas la première fois, mais du coup, j'ai dû prendre la parole. J'ai écrit un texte en expliquant ma position. Alors que, putain, t'as envie de dire, mais bon, bref. J'ai expliqué ce que j'ai ressenti, j'ai expliqué pourquoi j'ai fait ça et pourquoi j'ai dit ça. J'ai bloqué les commentaires. Et puis, ça s'est calmé petit à petit. Et puis maintenant, j'en ai plus, ou je dois en avoir un par mois, tu vois. Et en fait, il y a Hakim Jimli qui m'a appelé le lendemain et qui m'a dit, mais tu le connais? J'ai dit, non, je connais pas cette personne, en fait. Et il m'a dit, mais je vais l'appeler. Et il l'a appelé pour lui dire, en fait, tu sais ce que tu as fait, là, c'est du cyberharcèlement, en fait. Tu as appuyé sur un bouton. C'est très dangereux. Pourquoi tu lui as pas parlé directement? Si son propos t'avait dérangé, appelle-la, communique avec elle, on est des humains, tu vois. Et il l'a fait. Et Arthur m'a appelé et il s'est excusé. En m'expliquant qu'il n'avait pas conscience de la portée de son geste. Et qu'il s'excusait, et qu'il même se proposait à me mettre un service de sécurité et tout, en cas de menace et tout. J'en avais évidemment pas besoin. Et je crois que il s'est excusé et pour moi, chez moi en tout cas, faut avouer, faut à demi pardonner. Il aurait pu ne jamais le faire, il aurait pu dire je m'en branle, je m'en fous de cette meuf. Il l'a fait. Donc effectivement, il m'a un peu jeté dans la bouche du loup, mais après il s'est excusé. Donc je suis à demi-teinte sur ce sujet-là parce que il aurait pu ne pas le faire et il l'a fait. Voilà. Après on s'est rendu compte que de toute façon prendre la parole sur ce conflit c'était extrêmement compliqué et qu'on adorait nous mettre dans des camps. Et que parce que je suis atterrée par ce qui se passe aujourd'hui, je ne peux pas être atterrée par les otages. J'ai un cœur, en fait. Et mon cœur, il a mal pour tout ce qui se passe. C'est juste qu'il y a un moment donné où là, on assiste à l'extinction d'un peuple, en fait. Tu vois, il y a un moment donné où là... Puis ta famille est là-bas, toi aussi.
Ouais, puis moi j'ai un rapport en plus très humain avec ça, ou très intime, tu vois. Ton papa, tes Moi, cousins, alors on n'est pas à Gaza, nous on est en... Oui, en Cisjordanie. Même pas, on est En fait, ma famille vit en Israël, en Oui. territoire arabe. C'est encore un autre degré. délire. On est des Israéliens arabes, en fait. D'accord. Moi, j'ai un passeport israélien. Ouais. Jusqu'à longtemps, sur le passeport, il y avait écrit que j'étais arabe. Ouais. Pas que j'étais israélienne. Ouais. Et ma famille, c'est très dur pour eux parce que, en fait, il faut savoir que le peuple à Gaza, c'est 70% des gens qui ont été déplacés pendant la première Nakba, en 1948. Donc, du coup, en fait, c'est à 70% des Palestiniens. Donc, en fait, c'est mes cousins, c'est mes voisins. Et du coup, ma famille, c'est très compliqué pour eux parce qu'ils assistent à ça dans un mutisme forcé. Ils n'ont pas le droit de communiquer sur le conflit, ils n'ont pas le droit de liker un post, ils n'ont pas le droit de partager un post, ils n'ont pas le droit de dire ce qu'ils pensent, ils n'ont pas le droit de parler. Donc en fait, ils sont obligés d'assister à ce qui se passe sans pouvoir rien dire et rien faire. Et c'est terrible parce que ils ont très peur pour eux, enfin pour leurs voisins, leurs cousins, mais aussi pour eux. Qu'est-ce que ça va être quoi leur avenir aussi à eux? Moi, ma famille, quand ils sortent en Israël, dès qu'ils quittent leur village arabe pour aller dans un village israélien juif, bah, ils sont pointés du doigt. Toi, toutes mes cousines, elles portent le voile. Ils sont identifiés comme des Arabes. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une séparation très forte qui est mise en place. Ils sont pointés du doigt, ils sont critiqués, ils sont insultés. Il y a énormément de tensions quand ils marchent dans la rue. Ils ont reçu des menaces de mort sur leur voiture en disant la deuxième Nakba va être mise en place, vous allez bouger, on va prendre votre maison. Enfin, je veux dire, c'est un climat extrêmement pesant pour eux. Anxiogène. Enfin, tu vois, même pour les enfants, c'est dans quel monde tu vis, tu vois. Là, moi, j'avais très envie de passer le ramadan avec eux et d'aller les retrouver. Mais je peux pas parce que... Enfin, je peux pas. J'ai très peur parce qu'il y a une loi qui a été mise en place là-bas, ou en tout cas un régime particulier pour les Israéliens arabes, où tu peux pas prendre la parole. Mais moi, je suis israélienne pour eux, j'ai le passeport, et j'ai pris beaucoup la parole sur mes réseaux. Donc j'ai très peur d'arriver là-bas... Ouais, non, n'y va pas, c'est mieux. Et qu'ils me gardent... Soit ils me prennent mon passeport... là-bas, dès que tu arrives en Israël, ils blaguent pas, ils te posent un interrogatoire et tout. Mais moi, tu sais que quand je vais là-bas, j'ai un interrogatoire qui est poussé, où ils me mettent à poil. Toute nue. Toute nue. Waouh. Ils ont beaucoup de mal avec mon statut, en fait. Je suis française, mais je suis aussi palestinienne, mais je suis aussi israélienne, mais t'es musulmane, mais tu ressembles plus à une juive, mais t'es comédienne. Et en fait, ils ont du mal à comprendre. Et c'est vrai qu'à chaque fois que je vais là-bas, moi, c'est très compliqué, quoi. Donc là, je sais pas, je pense que c'est pas intéressant que j'y retourne tout de suite parce que j'ai un peu peur de ce qui va se passer, quoi. Donc je vais attendre un peu. Ça va, t'arrives à communiquer avec ton père, ta famille là-bas? Ouais, mon père vit en France. Ah, ton père, il est là, c'est bon, alhamdoulilah. Mais ma famille, j'arrive à communiquer, mais on peut pas parler du conflit. Donc, t'es sur écoute et tout? Ouais, on peut pas parler de ça. On parle pas de ça. Ou alors, je leur ai dit à un moment donné, venez, on va sur Telegram, en fait, si vous voulez me raconter ce qui se passe. Ouais. Mais c'est risqué pour eux. Ouais, c'est risqué pour eux. C'est un délire, hein. Donc, en fait, on parle d'autre chose, mais ils ont rien d'autre ils ont pas envie de parler d'autre chose, en fait. Tu vois. Bah, ça me fait trop de peine, ouais, c'est terrible, c'est terrible. Ouais, c'est... Qu'est-ce que tu espères là prochainement du coup pour cette situation Ah bah là, ça c'est le feu immédiat vraiment et permanent. Il faut que ça soit mis en place. Il faut aussi qu'il y ait un acheminement urgent d'aide humanitaire qui soit mis en place. Il faut laisser rentrer les camions en fait. Là, il y a un risque de famine. Je ne sais pas si on se rend compte. En 2024, on a un risque de famine dans le monde. Ouais, il y a déjà des jeunes enfants qui sont morts de faim. Mais qui meurent de faim, mais tu te rends compte sûr. Ça, pour moi, c'est inconcevable. Donc, il faut qu'il y ait un cessez-le-feu. Il faut que le Hamas et que Israël se mettent un accord, quoi. Il faut que ça cesse. Je sais pas d'où ça peut partir. Est-ce que nous, on peut aider? Mais à un moment donné, il faut que ça soit mis en place, quoi, vraiment. Ouais. Ils sont dans mes pensées jour et nuit. Là, moi, mon souhait le plus imminent, c'est vraiment qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il soit mis en place. C'est tout, quoi. Parlerons après, il faut que ça cesse. Ouais. Est-ce que, tu vois, depuis qu'il y a toutes ces horreurs qui se passent, ça t'a donné une autre perspective sur la vie et sur l'avenir? Parce que c'est vrai que moi, personnellement, avant, je me projetais, dans l'année prochaine, je ferai ça. Et là, depuis qu'il y a eu ces horribles choses dont on est témoin quotidiennement, j'ai du mal maintenant à me projeter dans l'avenir. Je vis vraiment l'instant présent. Est-ce que toi, ça te fait la même chose? Ouais, ça dépend des périodes. Il y a des moments donnés où c'est plus fort que moi et j'ai envie d'y croire et je vais me projeter. Puis il y a des moments où je me dis, mais c'est moche en fait. Vraiment, notre réalité, elle est moche. Même moi, tu vois, j'ai toujours été fière d'être française, fière de ma binationalité et tout. Et pendant les émeutes et les violences policières, j'ai commencé à me poser un peu des questions. Mais c'est vrai que là, en ce moment, j'ai du mal à comprendre mon pays, j'ai du mal à comprendre
la façon dont on réagit par rapport aux injustices qu'il y a ailleurs, tu vois. Le traitement médiatique ouais. et tout ça. Ouais. Nous, l'Occident, on s'est toujours paré de tout savoir, de tout connaître, de savoir ce qui est juste, de savoir ce qui est... comment aimer, comment respecter les autres, comment on doit fonctionner dans le monde. Et là, tout d'un coup, j'ai l'impression que notre façon d'analyser les choses est peut-être fausse, parce que quand tout d'un coup, il y a une injustice qui est énorme et qui apparaît quand même comme un énorme bouton sur la figure, là, plus personne ne dit rien. Tu vois, tout d'un coup, nos médias et nos chefs d'État mettent énormément de temps à dire les mots. On comprend plus ce qui se passe. On comprend plus, tu vois. Ouais. Donc moi, il y a des moments où je me dis, oh, en fait, ma vie en France, je l'aime, hein, je l'ai aimée, mais elle peut évoluer. Je suis pas sûre d'avoir envie de continuer à vivre dans un pays aussi hypocrite. Alors après, tu vas me dire, en fait, ici, c'est quand même vachement mieux qu'ailleurs aussi, parce que tu dis, mais on a quand même plein de chances de vivre dans ce pays. Bien tu sûr. vas voir ailleurs, c'est quand même... Donc je critique pas la France parce que je l'aime, tu vois. Mais c'est vrai. T'as mal à ta France. Ouais, il y a eu des moments où j'ai eu du mal à comprendre nos réactions. Ouais. J'ai eu du mal à comprendre comment pendant les 2 premiers mois, on n'a pas pu verbaliser un cessez-le-feu. Ouais, c'est vrai. Hein. Comment on peut dire, bah, oui, mais Israël... Israël... la même chose que toi. Hein. Comment Israël doit... Situation. Encore, tu l'entends, moi j'ai vu un mec, un politicien hier, à la télé, c'était sur quelle chaîne bon, je sais plus, une chaîne de... Oh, c'est News ou BFM. Hein, mais moins pire. Hein. Ah, moins pire. Et le mec disait, mais Israël doit se défendre. Mais de quoi? Mais en fait, tu peux plus dire ça aujourd'hui. On n'en peut plus, là. Là, c'est pas le Hamas, là. Ouais. Les 13 000 enfants, c'est pas le Hamas. C'est des enfants. 35 000 personnes, civiles, les femmes. Donc, en fait, là, moi, tout d'un coup, j'ai envie de dire, si même ça, vous n'osez plus le dire... Enfin, j'ai l'impression que, tu vois, ils ont épuisé tout leur stock d'éléments de langage qu'ils avaient. Tu sais, quand on zappait les chaînes de TV au début, on était là, ils répétaient exactement les mêmes phrases. Israël a le droit de cela, bien sûr. Tu vois. Et maintenant, ils ont appris par cœur ces choses-là et ils ne peuvent plus les ressortir maintenant parce que là, ce qui se passe, ça a évolué. Et c'est vrai que moi, j'ai du mal à comprendre pourquoi la France a été aussi bienveillant avec l'Ukraine et ne l'est pas avec la Palestine, avec Gaza. Tu vois, et encore, quand tu vois les manifestations qui ont été interdites, tu te dis, mais wesh, vraiment les gars? Et là, moi, je me suis sentie en désaccord pour la première fois de ma vie. Ah ouais. Pays des droits de l'homme qui interdit de manifester pour une cause pour l'humanité, quoi, pour le bien de l'humanité. Ouais. Alors, ça bouge doucement, hein, mais mon Dieu, petit pas par petit pas. Hein. Wow. Ça prend son temps. Mais qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça. Ouais. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. On ne doit pas tout connaître, je pense. Tu vois. Ouais. Il y a des arrangements, il y a des rapports. Je sais même pas. Je pourrais même pas vous dire quoi. Je sais pas quoi. Ça nous dépasse sûrement. Bah, j'espère qu'en tout cas que ça va s'arranger, moi aussi, Inch'Allah. Ouais, j'espère aussi, putain. On va parler de ta vie personnelle, on va terminer sur ça. Alors, ma girl, j'ai regardé, et tu sais qu'il y a plein de magazines qui disent que tu es encore en couple depuis 10 ans avec la même personne. Bah oui, qu'est-ce que parce qu'ils savent pas. Ouais, t'es célibataire ou peut-être t'as un petit crush en vue, on sait pas, on fait un petit clin d'œil, on sait pas ce qui se passe. Je suis trop timide de dire des trucs comme ça. Mais t'es plus en couple justement avec ton copain qui était 10 ans avec lui. Vous êtes, ça y est, c'est fini. Ah oui, c'est fini. On était mariés. Ouais. On était mariés. On a vécu 10 ans, on a eu une très belle relation, mais ça s'est terminé. Mais c'est vrai que j'en parle pas parce que c'est tellement ma life, en fait. Parce que j'ai vu un article de Voici il y a 4 jours. Oui, j'ai vu, mes meilleures amies, elles m'ont envoyé ça. Elles m'ont dit, mais ils sont pas au courant, en fait. Non, personne n'est au courant. Mais parce qu'en fait, je vais pas dire, au fait, les gars, je suis plus avec mon gars. Posez-lui la question, les gars. C'est un cœur à prendre. Ah non, mais de toute façon, j'aurais pas répondu. Bah oui. En fait, c'est-à-dire que si les médias, là, tu me le dis, parce qu'on est chez Watt. Ouais, bah, t'es chez moi, tu peux dire ce que tu veux. Mais c'est vrai que, en fait, ça ne regarde personne d'autre que moi. Ouais, j'avoue, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Qui j'aime, pour qui mon cœur bat, ça me regarde. Ouais. J'ai pas envie qu'on me mette un... Non. Tu vois ce que je veux dire? Garder sa vie secrète, je pense. Oui, je pense que c'est comme... Enfin, en tout cas, je crois que c'est comme ça. Vivons heureux, vivons cachés. Exactement. Moi, c'est mon mot d'ordre. Voilà. Moi aussi. Bah oui. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie de parler de ma vie sentimentale. Et alors? Et c'est une fois et c'est la dernière. Mais bien non, sûr. parce qu'après, t'es associé à cette personne toute ta vie, mais tu vois, moi, en plus, c'est ça qui est relou. Mais toi encore, ça fait 10 ans que t'étais avec lui. Ouais. Moi, genre, je suis sortie avec un mec 3 mois dans ma vie en 2015. Et là, des relations maintenant avec du recul, c'est insignifiant pour moi. Maintenant, c'est bon, voilà, je suis passée à autre chose, quoi. Surtout, je suis passée à autre chose. Je dis pas que j'ai eu 15 mecs derrière lui. Non, c'est pas le cas, tu vois. Je suis assez sélective. Et puis, même si t'as le droit. Même si c'était le cas, j'ai le droit. Mais c'est pas le cas. Et mais voilà, c'était une relation qui s'est arrêtée brutalement, mais ça a duré 3 mois de ma vie. Et je te jure, c'était en 2015, on est en 2024, on parle encore de cette personne. Mais arrêtez les gars, passez à autre chose. C'est parce que tu as fait une photo. Parce qu'on a fait une photo et tout, et parce que je m'affiche pas. Quand j'ai un copain, maintenant je lui montre pas. Et tu vois, moi, sur mes 10 ans de relation,
j'ai dû faire une photo avec lui. Et c'est la photo qui est sortie. À la fin, vraiment, je pense, ouais, à la fin. Et ben voilà. Et en fait, j'aurais dû m'écouter. Je sais pas pourquoi je l'ai faite. Et à chaque fois, je faisais non, on n'en fait pas. Ou, enfin, tu vois, genre, ça me regarde. Et ben, il y en a une et maintenant, voilà, c'est comme ça. Bon, c'est pas grave, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie depuis 10 ans, ça va. T'étais pas 3 mois avec lui, t'es 10 ans avec lui. Oui, voilà, bien sûr, ça fait partie de ma vie. Voilà. Du coup, fini. Et puis, bon, on passe à autre chose. Mais bon, vous êtes restés en bon terme, du coup. Il y a eu des hauts et des bas. Bon, c'est comme les histoires d'amour. Hein. Ouais. Les histoires d'amour finissent mal en général. Hein. J'avais la chanson à la tête, j'ai pas osé dire. Après, j'allais dire, j'ai une rêve d'il y a 1000 ans, les gars. Bon, c'est pas grave. C'est au-dessus de nous, ça. C'est pas encore, on n'est pas encore des quarantenaires, du coup, les gars. On n'est pas encore. Pas encore, hein. Bon, c'est quoi tes aspirations ces prochaines années? Ah, bon, on va finir sur ça. Ah, mes aspirations. Donc, les States. Non. Ouais, je préfère. En vrai de vrai, j'ai envie de réussir en France, moi. Ouais. Tu vois, j'ai envie de ça y est, genre. d'époque. Inch'Allah. Non, mais voilà, j'ai envie d'être heureuse. Mais je le suis, hein. Mais pour moi, il faut être heureux, que ça soit devant la caméra ou derrière, hein, même si ça marche pas dans ce métier. Parce que ce métier, à tout moment, ça peut s'arrêter. On le sait. Donc, je vis le moment présent. La santé, je pense que c'est trop important. J'ai envie d'être heureuse avec ma famille, avoir ma vie privée aussi. J'adorais, tu vois, avoir une vie de foyer, une vie de famille. C'est hyper important pour moi. Enfin, genre, depuis que j'ai 10 ans, j'ai envie d'avoir... C'est vrai, t'as envie d'avoir des enfants et tout. J'en veux 12. Ça fait que je m'y mette. T'es pire non, que moi. j'exagère, mais... Moi, je dis j'en veux 5 et tout, mais j'avoue, c'est beaucoup 5, tu vois. C'est beaucoup. Mais faut commencer, hein. Ouais, faut commencer. Faut s'y mettre. Faut trouver la bonne personne. Et puis après, surtout, on se dit ça, là. Parce que, mais est-ce qu'on aura envie, quand on aura des enfants, on n'aura pas envie de retravailler et de dire, attends, il faut quand même que je kiffe ma life et... Je sais pas. Là, maintenant, moi, je me dis, je veux des enfants, j'en veux plein. Je veux une maison dans la campagne, je veux un potager. Ah, j'adore. J'adorerais, franchement. Et en même temps, j'adore mon métier. Et c'est pas forcément facilement compatible. Ouais, je sais pas. Donc, écoute, ça viendra quand ça viendra. Ça viendra quand ça viendra, mais t'aimerais bien... Ah, mais c'est mon rêve. Ton rêve. Là, j'aimerais avoir 2 enfants sur chaque sein comme ça. Inch'Allah, mais je te le souhaite en tout cas. J'espère aussi. Bon, il faut y aller, mais bon, écoute, ça viendra quand ça viendra. Ça viendra quand ça viendra. Bah écoute, je suis super contente de t'avoir rencontré sur ce format. On se connaissait déjà un petit peu d'avant. Je te souhaite le meilleur. Mais à toi aussi, merci. Allez tous regarder Mercato et tout ce qu'elle fait. Tous ses films, allez tous regarder. Mercato, c'est le jeudi. Sur TF1. Sur TF1. Il y a combien d'épisodes d'ailleurs? Il y en a 8, il y en a déjà 2 qui sont passés. D'accord. Donc il en restera quelques-uns quand l'interview sortira. Sinon, il y a les replays. Sinon, il y a les replays si vous n'avez pas regardé. Mais écoute, merci. Maintenant, je te fais un bisou. C'est trop cool. Parce que j'ai trop kiffé. Moi aussi. Trop bien. Trop agréable, trop chouette. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour de nouvelles aventures avec de nouveaux invités et plein de success stories, des histoires incroyables. Donc, à très bientôt. Et abonnez-vous, s'il vous plaît, parce que je ne le dis jamais. Bah oui, dis-le. Likez et abonnez-vous et partagez. Et allez suivre Manon sur tous ses réseaux sociaux. Salut les gars. Bisous.